Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration, une lecture un peu plus poussée d'extraits d'un livre vraiment essentiel, Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. L'idée, c'est de décortiquer un peu cette découverte sur le trauma, la mémoire et surtout comment notre corps, lui, garde la trace de tout ça. C'est un sujet fascinant, je trouve. Ça touche vraiment à l'intime, à la souffrance, mais aussi, et c'est important, à la guérison. Bon, alors, on y va. Dès le début, le livre met le doigt sur quelque chose de fort. Le trauma, c'est par définition insupportable. Tellement que le conscient, il veut juste oublier. Les survivants dépensent une énergie considérable pour refouler, pour mettre ça de côté. Ouais, tout à fait. Mais, et c'est là le hic, notre cerveau le plus ancien, celui de la survie pure, lui pratique pas le déni, quoi. Il reste aux aguets. Mhm. Et le moindre truc, un bruit, une image qui rappelle de loin ou de près le danger, hop, ça peut relancer toute la machine. Hormones de stress, émotions super pénibles, des impulsions très fortes. L'exemple de Tom, le vétéran du Vietnam, dans le livre, il est très parlant là-dessus, hanté par ces échos de la guerre. Exactement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette mémoire, elle n'est pas juste dans la tête, c'est le corps qui la garde en fait, c'est inscrit. C'est ça. Et c'est là que ça devient passionnant d'un point de vue biologique, si on peut dire. Cette dichotomie dont tu parles entre vouloir oublier et l'empreinte qui reste dans le corps. Van der Kolk explique bien comment ça marche. Pendant un flashback, par exemple, euh, l'imagerie cérébrale montre des choses étonnantes. Certaines zones du cerveau, notamment celles liées à la parole, à la capacité de raconter, de mettre en contexte, dans le lobe frontal, eh bien, elles peuvent comme se mettre en veille. Ah oui, ok. Elle se désactive. En quelque sorte, la personne perd ses mots, elle perd la notion du temps présent, et en même temps, l'hémisphère droit, qui est très lié aux émotions brutes, aux sensations corporelles, Hmm. lui, il s'active intensément. C'est comme si le passé devenait le présent, mais sans les mots pour le dire, sans le recul. Et ça réorganise tout le système nerveux. L'équilibre normal entre l'amygdale, notre détecteur de danger, toujours prêt à sonner l'alarme, et le cortex préfrontal, la tour de contrôle, qui analyse, qui calme le jeu. Cet équilibre est rompu. D'accord. L'alarme sonne sans arrêt en gros et la tour de contrôle n'arrive plus à la désactiver. C'est une bonne image, oui. L'alarme est hypersensible, et la raison a du mal à reprendre le dessus. Et cette désorganisation, cette fragmentation de l'expérience, c'est ça qu'il appelle la dissociation, hein. Il dit que c'est vraiment l'essence du trauma. Exactement. L'expérience est vécue en morceaux, les émotions d'un côté, les sensations physiques de l'autre, les pensées encore ailleurs. Tout ça peut prendre une vie autonome. Ce qui explique les différentes réactions, j'imagine. Certains qui revivent l'événement de façon très intense, très sensorielle. La reviviscence, c'est ça? Oui, la reviviscence. Et d'autres qui, au contraire, se sentent complètement détachés, comme anesthésiés, spectateurs de leur propre vie. La dépersonnalisation. Tout à fait. Ce sont deux facettes de cette fragmentation. Et il insiste beaucoup sur l'impact chez les enfants. L'étude AC, là, Adverse Childhood Experiences, Oui, les expériences négatives durant l'enfance. c'est à fait glaçant les résultats. Ça montre comment ces traumas précoces, ils s'accumulent et laissent des cicatrices très profondes. Sur la santé physique, mentale, plus tard, et même sur notre façon d'aimer, de nous attacher aux autres. Absolument. Et ça nous amène à une autre idée forte du livre. Pour guérir, parler ne suffit pas toujours, la fameuse talking cure de Freud. Oui, la cure par la parole. C'est crucial de mettre des mots. Bien sûr, Freud et Breuer avaient raison là-dessus. Mais si le corps, lui, reste figé dans cet état d'alerte, si l'empreinte physique est toujours là, la parole seule peut ne pas suffire. D'accord. Il faut aussi parler au corps en quelque sorte. Voilà, c'est l'idée. Et c'est pour ça que Van der Kolk explore toutes ces approches qui intègrent le corps. La pleine conscience, par exemple, pour apprendre à, comment dire, à tolérer, à rester présent avec les sensations difficiles sans être submergé. Le yoga aussi, pour rétablir une relation plus apaisée avec son corps, aider à réguler le système nerveux. Mhm. Il parle aussi des thérapies plus spécifiques comme le MDR. Oui, j'en ai entendu parler, avec les mouvements des yeux. C'est ça. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. L'idée, c'est d'aider le cerveau à retraiter, à digérer des souvenirs traumatiques qui sont restés comme bloqués. Ou encore l'IFS, le système familial intérieur, qui propose de dialoguer avec nos différentes parties intérieures, celles qui ont pu se développer pour nous protéger pendant le trauma. Et même le neurofeedback, pour rééduquer les ondes cérébrales. Et c'est fascinant de voir toutes ces pistes. Il mentionne même le théâtre, le rythme collectif. Oui, comme des outils pour se reconnecter à soi, à ses émotions, et aux autres aussi.
des moyens d'expression non verbale qui peuvent être très puissants. Cette idée qu'il faut sentir pour guérir, pas juste comprendre avec la tête. C'est vrai que c'est un changement important par rapport à beaucoup d'approches classiques. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça Ce que ces extraits nous disent avec force, c'est que le trauma, ce n'est pas juste une mauvaise histoire dans notre tête. C'est quelque chose qui s'inscrit dans notre biologie. Ça reconfigure notre cerveau, notre système nerveux. Donc, pour guérir, eh bien, il faut écouter ce corps qui se souvient, travailler avec lui. Tout à fait. C'est une reconnaissance de l'unité corps-esprit qui est fondamentale. Et ça ouvre une réflexion, je pense, qui dépasse le cadre purement thérapeutique. Si on prend vraiment acte de cette inscription biologique profonde du traumatisme, comme Van der Kolk le montre si bien, comment est-ce que ça pourrait, ou comment est-ce que ça devrait, transformer nos approches en tant que société? Pas seulement en santé mentale, hein. Tu penses à quoi, par exemple? Je pense à l'éducation, à la manière dont on prend en compte le vécu des enfants, je pense à la justice, comment on traite les victimes, mais aussi les auteurs de violences, qui sont souvent eux-mêmes d'anciens traumatisés, et même comment on construit nos environnements, nos communautés. Est-ce qu'on crée des espaces qui favorisent la sécurité, la connexion, la guérison, ou est-ce qu'au contraire on perpétue des systèmes qui peuvent retraumatiser? C'est une question énorme et essentielle. De quoi réfléchir, en effet. Voilà qui conclut notre exploration pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.